Je vous demande un peu de silence. Je pense que nous pouvons commencer notre conseil municipal et je vais d'abord passer la parole à notre syndic pour procéder à l'appel, s'il vous plaît, Madame Thierry. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais donc procéder à l'appel du conseil municipal du 4 juillet 2023. Et aujourd'hui, ça tombe bien. Patrick Ollier. Présent. Madame Bouteille. Monsieur Gabriel. Présent. Madame Cordon. Monsieur Leclèche. Madame Genovesi. Monsieur Trottin. Madame Damblon-Pollet. Monsieur Godon. Madame Roubinet. Monsieur Elisa Goyen. Madame Hamza. Monsieur Passadas. Madame Maillet. Monsieur Gomez. Madame Chaoui El-Ouazdi. Monsieur Destinto. Madame Chancerelle. Monsieur Morin. Monsieur Cosson. Madame Monod. Madame Rivière-Mariette. Madame Alipré. Monsieur Sgard. Madame Thierry, moi-même présente. Monsieur Nabedric. Madame Kempf. Monsieur Tamgari. Madame Correa. Monsieur Tabi est représenté par Madame Damblon-Pollet et nous rejoindra. Madame Gary. Monsieur Pardigon est représenté par Madame Gary. Monsieur Guinet. Madame Delasserre est représentée par Madame Alipré. Monsieur Messailly de Boissard. Madame Valetta. Monsieur Rocky. Monsieur Perrin est représenté par Monsieur Leclèche. Madame Paponneau. Monsieur Jean-Mer est représenté par Madame Paponneau. Madame Depoix. Madame Bernard. Monsieur Ruffat est représenté par Madame Depoix. Monsieur Rakoto-Anassi. Madame Jambon. Madame Joly. Monsieur Ingian. Monsieur Cahu. Et Monsieur Poisat est représenté par Monsieur Ingian. Voilà, Monsieur le maire, l'appel est terminé, le quorum étant atteint, vous pouvez commencer la séance. Merci infiniment. Chers collègues, avant de commencer notre séance de conseil, je voudrais dire un mot sur ce que nous sommes en train de vivre. Et ce matin, j'étais avec le président de la République et un certain nombre de maires, une réunion au cours de laquelle on a pu échanger avec le président et faire part de ce qu'on a pu vivre les uns ou les autres dans les communes touchées par ce qui s'est passé. Sur la métropole du Grand Paris, sur les 131 villes, il y a 115 villes qui ont été touchées, c'est-à-dire 89% des villes qui ont été touchées par ces événements qui sont d'une violence extraordinaire. Et je dois avouer que la capillarité avec Nanterre, mais aussi avec Suresnes, dans les deux cas, nous a entraîné à Rueil, ou peut-être que Rueil, par capillarité avec Suresnes, a entraîné Suresnes, parce que les bandes passent d'un endroit à l'autre avec une rapidité absolument extraordinaire, nous a entraîné dans des moments extrêmement compliqués. J'ai dit ce que j'en pensais hier lorsque nous sommes retrouvés à la demande des maires de France devant la mairie. Quelle que soit l'origine de ces violences, elle est dramatique et personne ne peut contester qu'elle a un caractère ô combien dramatique. Le problème est qu'on ne peut pas accepter ces violences qui remettent en cause l'ensemble du fonctionnement de nos services. La ville de Rueil, contrairement à ce que l'on pense, est terriblement touchée par ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous quitterai parce que M. le préfet va venir en fin de soirée pour faire le tour de la ville pour que je lui montre ce qui a été dégradé, car il était très intéressé pour relever les différents problèmes dans les communes, parce que bien sûr, on va parler de réparation, bien entendu. À Rueil, nous avons 4 commerces qui ont été l'un détruit, les autres considérablement dégradés. Nous avons 4 équipements publics qui ont été considérablement atteints, que ce soit la passerelle, que ce soit le foyer Tarat, que ce soit la mini-mairie des Masurières ou le cinéma des Hauts-de-Rueil. Nous avons des biens privés, qui ont été 4 biens privés également, qui ont été considérablement atteints, et puis une quinzaine de véhicules qui ont été brûlés. En plus, un quart de tourisme qui a été complètement détruit, en plus de ces véhicules. Et puis, je ne parle pas des véhicules de police municipale qui ont été caillassés,
je ne parle pas des véhicules de police nationale également, qui ont été caillassés, attaqués au cocktail Molotov. Et puis, nous avons fait en sorte d'être présents. Et je remercie au passage l'ensemble des élus qui se sont mobilisés. Et je remercie ceux qui nous ont fait des messages, et particulièrement le groupe de M. Jean Maire, qui m'a fait un message de soutien et qui m'a beaucoup touché. L'ensemble de la majorité municipale a été mobilisé. Merci aux élus qui sont venus le soir faire le tour de la ville, avec ou sans moi d'ailleurs au passage, de telle sorte qu'on assure la présence dans les rues, même s'il n'y a pas beaucoup de monde le soir, sauf ce qu'on appelle les émeutiers, je ne sais pas comment les appeler autrement. En tout cas, merci, parce que les Ruillois sont heureux de voir, ou sont rassurés plutôt, heureux n'est pas le mot qui convient, mais sont rassurés de voir que leurs élus sont présents et sont là pour faire en sorte d'assurer simplement la présence, parce que nous ne sommes pas les forces de l'ordre, on ne peut pas se substituer aux forces de l'ordre. Mais je peux vous dire que ceux qui ont passé des nuits entières au CSU, et je remercie et Denis Gabriel et Odile Barry, je peux aller par là, Odile Barry, voilà, qui sont souvent venus avec moi la nuit pour assister et soutenir nos agents, ont pu voir les 2 premiers jours la violence extraordinaire, parce qu'on aurait pu croire que c'était un film sur les écrans de télévision. C'était une réalité. On aurait pu croire que c'était effectivement des éléments d'une série policière. C'est une réalité. Et très sincèrement, à certains moments, j'ai été très inquiet, car j'ai eu peur que le poste de police municipale soit attaqué. Il y avait des individus tout autour qui ont été menaçants. Et je tiens à remercier très sincèrement, à travers M. Ringuet, je ne sais pas s'il est là, M. Ringuet, je l'ai vu tout à l'heure, le directeur de la police municipale et l'ensemble des équipes de notre police municipale qui ont été jour et nuit, et surtout la nuit jusqu'à très tard, présents, qui ont pris des risques énormes et qui se sont souvent associés à la police nationale, mais souvent tout seuls face aux émeutiers, parce que la police nationale ne peut pas être partout. J'ai encore en souvenir l'attaque de Leclerc, où effectivement, là, il y a eu un énorme problème, et merci à notre police municipale. Merci aux médiateurs aussi, qui ont, je ne sais pas si Florentin Mangeanqueville est là, qui ont été tous les soirs jusqu'à des heures très avancées dans la rue pour essayer d'établir le dialogue avec les jeunes avec qui ils pouvaient parler, bien entendu. Et j'ai remercié également le service de la jeunesse et nos services techniques qui, très tôt le matin, ont enlevé les carcasses de voitures, parce que je ne voulais pas que ça puisse ajouter à l'inquiétude des Ruilloises et des Ruillois. Toutes n'ont pas pu être enlevées, malheureusement, parce que toutes les villes demandaient la même chose aux entreprises de remorquage, et donc c'était assez compliqué. Voilà, on a vécu des moments difficiles. Depuis 48 heures, ça va beaucoup mieux, une sorte d'apaisement. Alors on me dit d'un côté que les jeunes en question, qui sont des jeunes, moi je ne sais pas comment les appeler en dehors de les appeler des voyous, parce que je ne trouve pas d'autres mots que ça, n'ont plus de munitions et qui n'ont plus de mortiers. Ils sont en train d'en acheter par ailleurs. On a intercepté, la police nationale a intercepté des jeunes Ruillois dans le nord-est de Paris, dans un magasin, en vue d'acheter de manière illégale des mortiers d'artifice. Enfin bref, chacun essaie de reconstituer ses stocks. Pour quand? Je ne sais pas. Je ne suis pas magicien. Je ne le sais pas. Je pense que l'essentiel, c'est pour le 14 juillet, bien sûr, puisque tous les ans, c'est une grande compétition nationale pour les voitures brûlées. Là, ce sera une très grande compétition. Mais peut-être ça peut repartir ce soir, demain, après-demain, je n'en sais rien, et vous non plus. Donc nous allons continuer à être vigilants. Je tiens à dire que nous mettons dans tous les bâtiments municipaux des gardiennages spéciaux, en dehors de la police municipale, des maîtres chiens partout où on peut en mettre, faut-il encore en trouver, parce qu'il n'y en a quasiment plus sur le marché, de telle sorte qu'on puisse être vigilant, protéger les biens municipaux, les bâtiments municipaux, qui sont quand même notre richesse, et faire en sorte de protéger au maximum les personnes qui pourraient être concernées. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette communication qui
qui n'a simplement que l'intention de vous informer. J'ai fait des messages d'appel au calme et à la prise en compte pour certaines familles des enfants, parce que quand on voit des enfants de 13, 14 ans, 2, 3 heures du matin, c'est problématique pour moi. Je pense que c'est lié pour vous aussi, parce que ces enfants ont bien des parents, et le problème, il est aussi là. Donc j'ai lancé un appel pour qu'on fasse en sorte de réagir. Je suis très heureux d'avoir vu 2 communautés religieuses, la communauté catholique et la communauté musulmane, réagir immédiatement après mes appels et avoir relayé ces appels dans les quartiers. Et je pense que ça a contribué à l'apaisement, certainement. Ça a été efficace, en plus de tout ce qu'on peut faire avec les médiateurs et les associations intermédiaires avec lesquelles nous sommes en contact. Merci aussi à nos associations qui sont toujours vigilantes avec nous, à nos côtés. Voilà, donc sachez qu'on va continuer à être vigilants et que si on a besoin, eh bien, je ferai en sorte de vous mobiliser. Et si on a encore plus besoin, je mobiliserai la réserve citoyenne pour organiser des patrouilles de la nuit si cela s'avère nécessaire. Voilà, nous sommes en train de réfléchir à tout ça au cas où il y ait des recrudescences qui pourraient peut-être intervenir. Voilà, merci de votre attention. Alors, on va commencer le conseil municipal, bien sûr, et on va commencer par la première délibération. Oui. Carole, je t'en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la présentation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Donc, il faut prendre acte. Je n'ai pas eu de demande particulière, il n'y en a pas? Non? Non? Bon, on prend acte, oui? D'accord. Il en est pris acte. La deuxième délibération, la 146. Oui, donc de même, il s'agit de prendre acte des décisions municipales prises par le maire entre les 2 périodes de conseil. Il n'y avait pas eu d'observation non plus, tu ne m'en as pas donné. S'il n'y en a pas, je vous propose de prendre acte. Personne ne se pose. Oui, pardon. Je ne vois pas qui lève la main, mais il y a une main qui se lève là-bas. Oui, madame Depoix, je vous en prie. Petite question sur la décision 2023-106. Quelles sont les actions du Forum européen pour la sécurité urbaine? On a vu qu'il y avait une nouvelle adhésion à cette association. Et en allant fouiller un peu sur leur site, il n'y a aucun rapport ni ressources publiées depuis 2016. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez un petit compte-rendu des actions qui sont menées par l'association, voilà, à titre informatif? Merci beaucoup. À titre informatif, Denis Gabriel, l'adjoint à la sécurité, va vous répondre. Oui, madame, je siège au nom de la ville au conseil d'administration du FFSU. Le FFSU a fait un livre blanc. Il y a eu des élections internes. C'est le maire de Bordeaux qui a été élu à la présidence. On a une quinzaine de villes au conseil d'administration, de toutes tendances politiques confondues. Et on participe à des ateliers qui permettent d'avoir des échanges entre les adjoints ou les responsables administratifs du milieu aussi bien social que de sécurité pour voir un peu comment ça se passe chez eux, comment ça peut s'organiser. Donc il y a un livre blanc qui est sorti, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer, j'ai aucun souci de ce côté-là. À partir de là, il y a eu des actions auprès des parlementaires l'année dernière qui ont été mises en place pour présenter ce livre. Là, il y a une délégation qui était reçue à l'Élysée en même temps que les maires qui étaient présentes et on avait préparé cette réunion et le FFSU fonctionne. Voilà. C'est pas la première année parce qu'on y est depuis au moins 3-4 ans, honnêtement. Voilà. Mais je pourrais vous faire transmettre les choses. Alors, c'est une association qui fonctionne avec 3 personnes administratives parce que c'est les villes qui payent le fonctionnement par l'adhésion. On n'a aucun soutien, aucune aide différente, et c'est pour ça que peut-être le site n'est pas à jour. Voilà. Merci Denis, merci beaucoup. Donc on prend acte? On a pris acte, je vous en remercie. Carole Thierry, la 147, s'il te plaît. Oui, merci. Donc il s'agit de délibérer sur l'attribution accordée au maire par le conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il s'agit de permettre au maire, dans le cadre de l'article 6 nommé, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives
à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Les demandes seront au préalable soumises à la commission des permis de construire et les projets ou opérations envisagées devront être inscrites au budget. Merci de voter pour. Merci. Je n'ai pas de demande. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de M. Poisat s'abstient. Unanimité des autres. Merci. Carole Thierry, toujours la 148, subvention exceptionnelle. Oui, il s'agit d'attribuer, d'accorder une subvention exceptionnelle à l'association nouvellement créée Parle. C'est le nom de l'association. Hein. Donc pour une somme de 2 000 €. Une association qui s'occupe d'apprendre le français. Oui, ben vas-y, tu peux le dire. Voilà, donc c'est une association qui s'est installée déjà depuis quelque temps sur la commune et qui change en fait de nom car il s'agissait de rendre Rueilloise une association qui était parisienne au démarrage et qui remplaçait l'association ACH qui, pour des raisons personnelles de la présidente, était en veille en fait. Et donc, pour parer à ce départ, nous avions trouvé une solution d'attente. Et donc, l'association Parle prend le relais à partir de la rentrée de septembre. Et cette subvention les aidera à mettre à niveau leur matériel, leurs livres. Et voilà, elle a aidé effectivement à l'accueil des Ukrainiens. Et elle complète l'association Solidarité Migrants qui fait un énorme travail d'apprentissage aussi pour les personnes étrangères du français. Et cette association étant complètement saturée, il est bienvenu qu'on puisse aider cette deuxième association. Voilà. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci pour Parle. La 149. Olivier n'est pas là? Madame Thierry, vas-y. Voilà, donc il s'agit d'une subvention exceptionnelle aux associations locales pour le RAC Omnisport. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail puisque c'est une subvention exceptionnelle qui a été longuement débattue en commission des finances. Donc je vous demande de bien vouloir accorder les 37 430 € demandés par le RAC Omnisport comme il a été donc vu en commission des finances. Oui, l'équipe de handball féminin monte à National 1. C'est extraordinaire comme résultat au passage. Et en tant que maire, et Olivier Godon se joint à moi bien sûr, on ne pense pas lâcher cette équipe alors qu'elle arrive au niveau national. C'est pour ça qu'on vous demande cette subvention qui va nous conduire à faire des efforts par ailleurs, c'est certain, sur le plan financier. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci pour le RAC. Denis Gabriel, la 150. Oui, monsieur le maire, c'est un voyage de quelques jours à Narbonne de l'association de jeunes qui agit dans le milieu sportif avec Emmanuel Dawa. Ils vont à Narbonne et donc chaque année, on leur apportait un soutien. Et c'est 2242 € pour le séjour dans cette ville. Ils sont des jeunes des quartiers de la Pleine Gare. Absolument. Des jeunes un peu compliqués d'ailleurs, et il est bon qu'on nous montre qu'on est derrière eux pour les aider. Il n'y a pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Excusez-moi, une demande de précision, excusez-moi. Sur ce type de séjour, en fait, ce que nous souhaiterions savoir, c'est parce que quand on a regardé sur Internet, ce n'était pas très clair quand on parle effectivement de séjour de rupture. Et donc, notre souhait, c'était de savoir le caractère sportif, quel était-il, et puis le public destinataire. Bien, on vous répondra par écrit. La délibération a été votée, je suis désolé. Merci. Donc, on vous répondra par écrit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Délibération 151. Alors, Olivier n'est toujours pas là. Tu le fais? Oui, il s'agit de la fixation des tarifs municipaux des activités sportives 2023 pour la piscine de l'Arsenal et des Closeaux. Donc, afin de tenir compte de l'inflation, il est proposé de réviser les tarifs des piscines de l'Arsenal et des Closeaux à plus 7% moyenne, conformément à la formule revalorisée prévue au contrat. Merci de voter pour. Merci. Oui, Madame Papono. Oui.
Oui, merci, monsieur le maire. Nous avons quelques questions à poser en ce qui concerne la grille tarifaire. On voulait savoir à quoi correspondaient les termes intérieur-extérieur. S'agit-il de tarifs pour les Rueillois et de tarifs pour les extérieurs, les personnes qui viennent d'ailleurs? Première question. S'agit-il au contraire de bassins extérieurs ou de bassins intérieurs? Excusez-moi. Et également, compte tenu du montant élevé de l'investissement du complexe sportif de l'Arsenal, mais également de la maintenance annuelle, on pense qu'il serait utile d'avoir des tarifs différenciés pour les Rueillois et les non-Rueillois. Mais, Madame Papono, c'est exactement le cas intérieur et extérieur. Oui, mais ça ne s'applique pas. Vous avez la réponse. Oui, mais curieusement, ce n'est pas pour tous les postes, et notamment en ce qui concerne les abonnements. Voilà, c'est plutôt des éclaircissements par rapport à cette grille qu'on ne comprend pas très bien. Donc, extérieur et intérieur, c'est bien tarif rueillois et non rueillois. Intérieur à Rueil et extérieur à Rueil. Oui, Madame Papono. Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Monsieur Elisa Goyenne, vous avez la 152. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit d'approuver les nouveaux tarifs des droits de place relatifs aux marchés communaux d'approvisionnement à compter du 1er septembre 2023. Pour rappel, la dernière augmentation de ces tarifs date d'une décision prise en conseil municipal le 18 octobre 2019. Depuis cette date, et dans le cadre d'une politique de soutien aux commerçants impactés par la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs. La société délégataire de services publics Géraud a demandé en 2023 une revalorisation de ses tarifs afin de tenir compte de l'augmentation des coûts qui lui incombent. Il vous est donc proposé d'approuver une augmentation de 6% de ces tarifs qui seront appliqués à partir du mois de septembre. Je vous invite à en délibérer. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Toujours, monsieur Elisa Goyenne, la 153, s'il te plaît. Merci, monsieur le maire. Il s'agit cette fois-ci d'approuver les tarifs d'occupation des chalets pour le marché de Noël, afin d'insuffler un esprit de Noël. De fait, la ville organise un village de Noël avec l'installation de 10 chalets dans le centre-ville entre le 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024. Un appel à candidature va être lancé et une sélection sera effectuée en fonction de différents critères. Nous privilégierons bien sûr les produits alimentaires réconfortant l'artisanat de qualité et s'inscrivant dans l'esprit de Noël. Les exposants devront s'acquitter d'un droit d'occupation de 150 € par semaine, la ville se réservant bien sûr le droit, comme l'an dernier, de mettre à disposition des chalets à titre gratuit pour des activités caritatives. Je vous invite à en délibérer. Merci. C'est un marché traditionnel qui a beaucoup de succès. Chacun le connaît, je pense. Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. André Genovesi, tu as la 154, s'il te plaît, madame l'adjointe. Merci, monsieur le maire. Donc, modification du tableau des effectifs. Quels sont les intérêts? Il s'agit de faire évoluer et modifier le tableau des effectifs au regard de l'organisation de l'administration de la ville et des réorganisations de certains services municipaux présentés de façon légale au comité social territorial. Quels sont les enjeux? Il convient principalement d'enregistrer au tableau des effectifs les créations et suppressions d'emplois suite aux 15 promotions internes au grade d'agent de maîtrise. Les créations et suppressions d'emplois suite aux mobilités internes, changement de filière, remplacement de départ d'agents communaux sur des grades différents. Les créations et suppressions d'emplois également pour pourvoir les emplois titulaires et non titulaires nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux. Alors, on présente régulièrement cette modification du tableau, à peu près 2 fois par an. Voilà. Merci, cher André. Il n'y a pas de questions. Je lui envoie. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Oh, pardon, je suis trop rapide, monsieur India. Donc, le groupe de monsieur Poisa s'abstient. Madame Genovesi, la 155. Délibération 155, merci monsieur le maire. Mise à disposition de 2 agents de la ville au profit de la caisse des écoles.
Je pense que vous êtes traditionnel. Traditionnel. Et je pense que tout le monde sait ce que c'est que la Caisse des écoles. Il s'agit donc de renouveler la convention de mise à disposition de 2 agents de la direction de l'éducation auprès de la Caisse des écoles de la ville à hauteur de 60%. Ces 2 agents, c'est un coordinateur et un agent comptable. Merci. On renouvelle. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas d'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Leclèche, la 556, cession de la propriété communale. Oui, c'est la cession de la propriété communale située 163 avenue du 18 juin 1940 au profit de l'établissement public foncier d'Île-de-France. En effet, ce bien se situe dans le secteur du projet appelé Coquelicot, périmètre ouvert par la convention d'intervention foncière conclue entre la ville et l'établissement public foncier d'Île-de-France le 10 mai 2017, qui permet à la ville de partager avec cet établissement la charge de la maîtrise foncière des secteurs de projet prévus par cette convention. Merci. Madame Jambon, je vous en prie. Oui, merci. Donc, on a discuté de ce projet en commission. Alors, finalement, la ville, qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche à se rendre propriétaire de tout ce secteur dit des coquelicots. Dans quel but? Alors, on nous dit pas de projet précis pour l'instant. Mais compte tenu de la situation de ce quartier qui est en bout de secteur Arsenal, on se doute bien qu'une ou même plusieurs opérations immobilières sont envisagées. D'ailleurs, en commission, on a évoqué l'application des mêmes principes que ceux qui sont appliqués à l'îlot de la Poste en centre-ville. Autrement dit, la densification avec des logements en plus grand nombre que ceux qui ont été prévus initialement. Voilà, on est dans un dépassement, je crois, de 5 000 logements, 5 000 mètres carrés, pardon, ce n'est pas des logements, c'est des mètres carrés en plus de ce qui était prévu à l'origine. Par conséquent, nous voterons contre cette délibération. Je fais en plus une remarque à propos de l'hôtel social des Coquelicots, qui pour l'instant n'est pas concerné, mais qui va l'être, ça c'est sûr, bientôt. Et nous voudrions qu'il y ait un projet bien précis concernant cet hôtel social et qu'on ne soit pas laissé dans le flou. Voilà. Merci, Madame en tout cas, nous votons contre cette délibération. Il y a un petit mélange des genres, mais je vais passer la parole à Madame Bouteille qui va vous répondre très clairement. Merci. Oui, merci Madame Jambon, merci Monsieur le maire. Alors, vous parlez d'explications qu'on vous a données que je voudrais repréciser en m'excusant par avance si les explications n'ont pas été très claires. Vous évoquez en effet les mêmes principes qui seraient utilisés que pour l'îlot de la Poste. Ces principes, ils vous ont été expliqués par rapport au rôle que peut jouer l'EPFIF, c'est-à-dire l'établissement public foncier, qui, effectivement, dans le cas de l'îlot de la Poste, s'est porté acquéreur de foncier sur lequel, en temps et en heure, nous n'avions pas de projet précis. Ce sont des conventions que nous signons avec un bâtiment, un établissement qui permet aux communes de jouer un rôle financier en faisant l'acquisition et le portage foncier pendant un certain nombre d'années non définies et qui nous permettent de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour de l'acquisition foncière. On vous a dit lors de notre commission qu'effectivement, à ce jour, il n'y avait pas de projet précis. Il s'agit d'identifier sur la ville des secteurs qui, à terme, devront muter, devront être requalifiés pour nous permettre de transformer du bâtiment qui est plutôt ancien, qui est peut-être vétuste ou qui est disparate, et permettre des opérations de requalification urbaine. Donc là encore, je reprécise qu'il n'y a pas de projet précis, mais que l'établissement public foncier permet d'acquérir, et au fur et à mesure qu'il y a des vendeurs, donc c'est bien une précaution. Vous nous avez évoqué les problèmes de dépassement sur le secteur de l'écoquartier. Nous y avons répondu. Il n'y a pas eu de dépassement, il y a eu simplement une erreur d'affectation d'un mot sur lequel nous avons longuement répondu aux informations qui étaient diffusées par l'association Rueil Arsenal du Grand Paris. Donc il ne faut pas peut-être mélanger tous les sujets. Et enfin, vous nous avez interrogé sur l'hôtel des Coquelicots, qui permet au 115 d'y trouver un certain nombre de chambres pour le logement en urgence de certaines familles en difficulté.
Je vous confirme ce que je vous ai dit à l'instant, juste avant le conseil municipal, que ce bâtiment, pour l'instant, n'est absolument pas concerné. Mais par contre, sur le secteur de veille, si par ailleurs cet établissement étant un établissement privé voulait se vendre, eh bien, nous aurons, à travers le rôle de l'EPF, une veille qui nous permettrait d'être tout de suite alertés et de voir pourquoi et comment nous pourrions leur faire une offre, non pas nous, la ville, mais le PFIF. Voilà. Donc, c'est vraiment sur ce secteur une mise en garantie pour que la ville ne puisse pas perdre la directive et les orientations d'une réhabilitation éventuelle de tout un secteur qui pourrait être en mutation. Merci pour cette explication très claire. Je mets aux voix qui est contre le groupe de M. Poisa, qui s'abstient, personne, l'unanimité des autres, adopté. La délibération 157, il s'agit de prendre acte, Madame Robinet, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement de prendre acte du rapport de la commission communale d'accessibilité qui s'est réunie cette année en mars pour présenter le rapport 2022. Donc ce rapport, il est tout ce qui concerne les accès aux espaces publics, aux services publics. La ville s'engage sur un programme et aussi la ville, ce n'est pas simplement des engagements, c'est des réalisations. Donc ce rapport, il n'est pas là pour promettre, mais pour délivrer. Au cours de ces délivrances d'accès pour tous, parce que pour tous, c'est aussi accéder plus facilement à la voirie, plus facilement à nos entrées sur la ville et bien évidemment aux services publics. Donc pour mémoire, en 2022, si je veux retenir quelques faits, nous avons mené plus de 16 travaux dans nos établissements recevant du public pour plus de 200 000 euros de financés par la ville. 2 parcs, et notamment le parc Richelieu, ont obtenu leur attestation de conformité d'accès. Donc merci, Monsieur le maire. Ce parc vraiment plaît à tous. Parc du Cardinal. Parc du Cardinal, pardon. Mais du Cardinal de Richelieu. Voilà, Cardinal de Richelieu. Merci, Monsieur le maire. Ensuite, nous avons mis en place, et nous allons le faire au fur et à mesure, des cartes interactives que l'on trouvera sur le site de la ville, au titre duquel on peut trouver déjà toutes les places PMR, donc, qui permettent de pouvoir identifier facilement où on peut se garer quand on est en fauteuil, en tout cas en situation d'invalidité partielle. Ensuite, nous utilisons au mieux les technologies nouvelles. À ce titre, Accéo, qui permet pour nos agents de la ville de communiquer plus facilement avec les gens malentendants. Nous avons formé 160 agents à ce titre. Sur notre site internet, je tiens à féliciter le pôle Solidarité qui a mis en place le système Facility, qui pour nous tous, pas forcément pour des situations de handicap, on définit un profil, si on veut voir plus grand, en couleur, parce qu'on est aussi, on a des difficultés avec des problèmes de mémoire, où on peut aussi naviguer autrement. Ça permet à tous de pouvoir aussi permettre l'accès au numérique de la ville. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie encore parce que c'est une commission qui réunit l'ensemble des services de la ville qui, toute l'année, travaille pour la meilleure accessibilité pour tous. Merci. Donc, pour prendre acte, pardon. Merci, madame l'adjointe. Pas d'observation. Il en est pris acte. Merci. Rita Damblon, nous avons la 158. Oui, il s'agit de 2 petites modifications que nous faisons dans l'accès de multi-accueil. C'est-à-dire, nous accueillons habituellement les enfants à partir de la famille à partir de 7h45. Et nous nous sommes aperçus que très peu de familles mettaient leurs enfants à 7h45. Et ça commençait surtout à 7h55 et après 8h. Ce qui mobilise quand même pas mal de personnel. Et vous connaissez les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc nous avons décidé d'ouvrir les crèches à partir de 8h au lieu de 7h45. Et ce qui permettra aussi, nous avons quand même 4 crèches en partenariat privé qui commencent, elles, à 7h30. Donc les parents qui souhaiteront avoir des contrats plus tôt, nous les orienterons vers ces crèches en partenariat. Et la deuxième modification, c'est l'accueil du mois d'août. On s'est aussi aperçu qu'au mois d'août,
nous donnions l'occasion aux parents de pouvoir mettre les enfants la première semaine ou la dernière semaine d'août. Et là, la première semaine sera conservée, mais la dernière ne sera plus conservée. Ça concernait d'ailleurs cette année 14 familles et ça mobilisait 9 professionnels. Donc, nous avons décidé de fermer cette dernière semaine d'août. Merci, Rita. Je vais en prendre acte. Oui, monsieur Dion. Monsieur le maire, chers collègues. Alors, j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer en commission des finances et d'exprimer mon désaccord sur cette délibération. Pourquoi ? Là, on parle d'enfants, de familles, de crèches, d'horaires d'accueil, et on dit, en gros, on aura à peu près en pourcentage 4% des familles qui arrivent vers 7h45. C'est un chiffre qui est faible, ça représente quand même quelques dizaines d'enfants, hein, si on regarde par rapport à la majorité. Et on dit, bon, on peut se permettre pour quelques dizaines d'enfants d'essayer de trouver des solutions avec le partenariat qu'on a dans le privé. Sauf que déjà, on n'est pas sûr du tout qu'il y aura des places dans le privé, puisque c'est quand même assez tendu, les places en crèche. Et puis, les emplacements actuels physiques, géographiques, par rapport aux familles, ça peut peut-être les gêner aussi, parce que c'est peut-être pas dans le même quartier où ils se trouvent. Donc, je trouve quand même qu'avoir proposé une situation, et j'ai l'occasion de le dire, une solution qui fait qu'on a un moins-disant social dans le public par rapport au privé, ça me gêne fortement. Donc, du coup, c'est pour cela je l'ai déjà rappelé, mais qu'on votera contre cette délibération. Voilà. Merci, monsieur Ndian. Tu veux répondre ? Bon, j'ai déjà expliqué à M. Ndian lors de la commission des finances la situation, mais de toute façon, nous prenons en compte tous les désirata des familles. C'est vrai qu'on fait le maximum pour leur donner satisfaction. Si je vous disais, on regarde toujours à quel endroit ils habitent, où ils travaillent. C'est vraiment de l'épicerie à chaque fois, parce qu'on est très attentif à tout ça. Donc, on fera le maximum pour ne pas gêner les familles. Ça rentrera en compte. Je vais vous rassurer, M. Ndian. Non, M. Ndian n'est pas rassuré. Non. Mais nous le sommes, parce que nous te faisons confiance. On vous en parlera l'année prochaine, on vous dira comment ça s'est organisé. Je mets aux voix qui est contre, voix de M. Ndian. Les autres, oui, tout le monde est pour. Adopté. Merci beaucoup. Monsieur Lezagoyen, c'est la 159. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'approuver le cahier des charges pour la rétrocession du droit au bail du local commercial d'une surface de 20 mètres carrés situé au 14 rue Hervé. Par déclaration préalable, Mme Merger, gérante du commerce La Petite Impératrice, a fait part de son intention de céder son droit au bail à une société de vente de produits CBD, cigarettes électroniques et chicha, ce qui, vous en conviendrez, va à l'encontre de la volonté de la ville de maintenir et développer un tissu commercial et artisanal de qualité pour les Rueillois. La ville de Rueil dispose d'outils réglementaires qui lui permettent de maîtriser la destination des commerces dans un périmètre de préemption défini. Ainsi, après consultation des domaines et conformément aux dispositions de la loi Ollier du 28 mai 2010 relative à la réforme de l'urbanisme commercial, la ville a décidé d'exercer son droit de préemption sur la cession de bail au prix de 65 000 € afin de garantir, par une rétrocession ultérieure, une offre commerciale qui réponde aux attentes des Rueillois. L'approbation de ce cahier des charges nous permettra dès demain de lancer un appel à candidature en vue d'identifier un porteur de projet dont l'activité soit conforme aux orientations municipales en matière de sauvegarde du commerce. Compte tenu du contexte économique rendant, vous le savez, plus difficile l'obtention de prêts bancaires et afin de permettre d'obtenir le plus grand choix possible de candidatures, nous avons décidé de céder le droit au bail. Il vous est proposé de céder le droit au bail à un prix de 55 000 €. Je vous invite à en délibérer. Merci. Au passage, je vous rappelle que la métropole du Grand Paris, à mon initiative, a décidé de créer une foncière d'investissement commercial qui démarra en septembre et qui pourra préempter pour le compte des communes. C'est-à-dire que le maire demandera, que là, par exemple, je demanderai à la foncière de préempter en lieu et place de la ville, et c'est la foncière qui payera. La préemption, c'est pour alléger les budgets des communes, et bien entendu, la foncière reviendra au commerce que le maire aura décidé de vouloir installer, qui répond aux critères de commerce de proximité. Voilà, plusieurs banques ont participé avec la Caisse des dépôts au capital de cette foncière, et elle démarra en septembre. Et je pense surtout aux villes de l'Est et du Nord de Paris qui n'ont vraiment pas les moyens d'acheter dans le cadre de la préemption, de la loi Ollier ou pas, hein, c'est la vérité. Ils sont plus en difficulté que nous, mais pour nous, ça nous allégera aussi,
parce qu'on ne peut pas, bien sûr, tirer sur la corde de la préemption en permanence. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous en remercie. Madame Maillet, vous avez la 160. Il s'agit d'une autorisation pour candidater. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous rappelons que par délibération numéro 254 du 14 décembre 2022, le Conseil a approuvé la convention de partenariat entre la ville et la métropole du Grand Paris dans le cadre de l'appel à projet Restauration collective bio et locale, première édition. Nous rappelons également que la loi Egalim, ou loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible à tous, du 30 octobre 2018, fixe un objectif de 50% de produits de qualité ou locaux, dont 20% de bio dans l'approvisionnement de la restauration collective depuis le 1er janvier 2022. La seconde édition de l'appel à projet Restauration bio et locale, annoncée en date du 26 avril 2023, a permis le renouvellement de notre candidature en faveur des approvisionnements bio et locaux dans la restauration collective. La métropole du Grand Paris avait lancé un appel à projet en avril 2022 portant sur cette restauration collective bio et locale. Ce nouveau dispositif va donc permettre à la ville de poursuivre l'accompagnement avec le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France pour la réalisation des projets en lien avec les enjeux du nouveau contrat de la DSP Restauration qui débutera dès la rentrée scolaire 2023. Au regard des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de notre temps, il propose donc de renouveler la candidature et faire accompagner par la métropole du Grand Paris pour favoriser une plus grande quantité de produits locaux et ou issus de l'agriculture biologique. Il est donc proposé d'autoriser la ville à candidater à cette seconde édition de l'appel à projet avec la métropole. Je vous invite donc à en délibérer. Merci encore à la métropole. Au passage. Non, c'est une belle opération. Il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. On va développer de très nombreuses activités dans ce domaine-là au niveau de la métropole au passage. Je vous le dis, et je souhaite que la ville soit candidate chaque fois que c'est nécessaire, qu'on peut le faire, parce qu'il y a des subventions conséquentes de la métropole en contrepartie. Blandine Chancerelle, vous avez la 161, Madame l'adjointe. Alors, la semaine dernière, nous avons fêté les 10 ans de la Maison de l'Autonomie. La Maison de l'Autonomie, elle est faite pour maintenir au mieux les personnes chez elles. Dans la Maison de l'Autonomie, vous trouvez le CLIC, le Centre local d'information de coordination de gérontologie. Et là, on vous propose de passer une convention avec l'Agence interdépartementale de l'autonomie Yvelines et Hauts-de-Seine qui va nous permettre de payer 2 étudiants qui feront des appels de convivialité auprès des seniors du mois de juillet au mois d'octobre, de telle sorte que toute cette période d'été où parfois nos seniors sont un peu délaissés, ils puissent avoir soit un appel, soit avoir une visite chez eux pour qu'ils se sentent moins seuls. Merci Blandine. S'il n'y a pas de questions, je me vois. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous en remercie. Toujours Blandine Chancerelle, la 162. Alors, nous déménageons de la Maison de l'Autonomie au CCAS, on est place du marché. Au CCAS, vous trouvez un certain nombre d'aides, et notamment le point d'accès au droit qui est devenu en 2019 le point d'accès, le point justice. Il s'agit là de renouveler la convention de la labellisation du point justice avec le Conseil départemental de l'accès au droit. Alors, le point justice, ça sert à quoi? Ça sert à trouver des conseils gratuits, anonymes, sur des consultations juridiques ou administratives. L'idée est de signer cette convention pour 3 ans. Merci beaucoup. Oui, Madame Papono, je vous en prie. Merci, Madame, pour ces précisions. Nous notons que l'accès au droit est l'un des 4 axes de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance pour 2022-2024. Nous sommes favorables à ce point justice, bien évidemment, mais nous avons quelques questions et une proposition à vous faire. Les questions sont les suivantes. Combien y a-t-il de demandes annuelles de consultation juridique ou d'aide juridique
au point de justice à Rueil. Quelles sont les principales questions et demandes juridiques qui sont posées? Est-ce qu'on pourrait avoir communication du dernier rapport annuel d'activité transmis par le responsable du point justice de Rueil, ainsi que des informations du CDAD, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'accès au droit, sur les missions accomplies? Maintenant, notre proposition est liée à un événement qui s'appelle la Nuit du droit. Donc, j'ai découvert qu'il y avait chaque année, le 4 octobre, une nuit du droit créée à l'initiative du président du Conseil constitutionnel. Ça existe depuis 2017. Le 4 octobre prochain, c'est le 65e anniversaire de la Constitution. Donc, c'est une date importante. Cet événement a pour ambition de mieux faire connaître le droit à l'ensemble des citoyens, ses principes, ses institutions et ses métiers. La Nuit du droit s'adresse tout particulièrement aux profanes et notamment aux scolaires. Il nous semble aujourd'hui qu'il serait très bien de relancer cet événement, d'en faire peut-être une journée du droit, et de demander à tous les enseignants dans les collèges et lycées, aux élus, à tous les juristes également qui le souhaitent, de venir donc faire des cours sur les grands principes du droit, sur nos institutions. Voilà. Et en fin de compte, l'idée que nous lançons, c'est de dire que tous les ans, le 4 octobre, un cours d'instruction civique serait donné à Rueil-Malmaison, dans les collèges et lycées, ainsi que dans toutes les communes de France. Je pense que ça serait très utile. Merci de cette très bonne proposition, Madame Paponneau. Monsieur Gabriel souhaite vous répondre. Oui, Madame Paponneau, moi, j'ai aucune difficulté à relancer la nuit du droit. Ou la journée du droit, c'est pas un souci. On verra comment on peut l'intégrer. Moi, ce que j'aurais aimé, Madame Paponneau, parce que plusieurs de vos collègues de l'opposition sont venus aux réunions lorsque j'ai présenté le CLSPD, les grands axes. Ça m'aurait fait plaisir que vous soyez présente et que vous ameniez des idées. Et on aurait pu les récupérer, parce que j'en ai récupéré plusieurs. Et puis, je vais regarder, puisque Monsieur le maire a l'air attentif à cette journée du droit, voir comment c'est organisé, comment ça se fait et comment on peut le faire. Voilà. Par contre, sur votre première partie, c'est particulier. Il vous faut vous adresser directement à la personne qui gère les questions que vous avez évoquées dans la première partie de votre question. Parce qu'il y a des éléments de confidentialité pour lesquels, madame, il y a des éléments de confidentialité que peut-être ils vous le donneront, mais qu'ils ne nous donneront pas forcément à nous. Voilà. Merci de la réponse. Donc, vous serez gentil, Madame Paponneau, de prendre contact avec nos services dès demain, pour qu'on puisse vous mettre en contact et que vous puissiez avoir les réponses que vous êtes en droit d'attendre. Je vous répète ce que M. Gabriel vient de vous dire. Il n'est pas question d'apporter ce genre de réponses. Nous ne les avons pas, mais si nous les avions, de les apporter en public, car il y a des problèmes de confidentialité. Donc, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, on va mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Alors, avant de passer aux délibérations qui ne font pas l'objet de présentation, M. Njian a demandé qu'on intègre la 177 présentée par M. Destinto. M. Destinto est là, dans les délibérations avec débat. C'est bien ça, M. Njian? Eh bien, je fais droit à votre requête avec beaucoup de plaisir. Que le débat commence, M. Destinto. Présentez votre délibération. 177, Philippe. Il y a un micro. Bonjour, merci. Donc, avenant numéro 1, la convention d'entretien de la route forestière dite Versailles à conclure avec l'ONF et les villes limitrophes de la forêt domaniale. Donc, c'est vrai que depuis 2011, en fait, on a passé une convention puisque l'ONF a accepté que cette avenue puisse traverser la route et il y a eu un accord comme quoi il y avait un groupement des villes pour en faire l'entretien. Donc, les 4 villes limitrophes, Rueil et les 3 autres villes.
Il se trouve qu'au moment où ça s'est fait, il n'y avait pas de vraie convention sur la gestion en fait, de l'ouverture et de la fermeture. Naturellement, comme dans cette forêt, il y avait une maison de l'ONF, naturellement, ça s'est fait que le gardien en place s'occupait de l'ouverture et de la fermeture. Il s'est trouvé qu'ensuite, il y a eu des discussions sur la durée d'ouverture, et il a été décidé petit à petit pour équilibrer justement eh bien, les passants et les personnes qui voulaient visiter la forêt en toute quiétude et la nécessité de faire fonctionner en fait les trajets pour réduire et les trajets et les embouteillages, pour faire en sorte que les voitures puissent passer par cette route. Et il a été décidé donc que le samedi et dimanche, c'est-à-dire du vendredi soir en gros à 20h, c'est pas en gros d'ailleurs, du vendredi soir 20h au lundi 7h, en fait la forêt était fermée aux véhicules, ainsi que pendant les vacances, ainsi que les jours fériés, et aussi d'ailleurs, ce qui est en train de se terminer, pour la migration des crapauds. Il se trouve que l'ONF, en termes d'organisation, comme beaucoup d'organismes d'ailleurs, a eu des problèmes de personnel, ce qui fait que maintenant que cette personne qui était sur les lieux sillonne sur d'autres forêts de la région parisienne, et à plusieurs occasions et depuis plusieurs années, en fait, on les accompagne pour fermer et ouvrir en fonction des besoins. Et ils nous ont demandé maintenant de pouvoir faire en sorte qu'on reprenne complètement cette ouverture et cette fermeture, ce qui a été donc accepté par le maire, par les organisations, parce qu'on sait le faire depuis de nombreuses années, et c'est la ville de Rueil qui le fait. Donc il fera payer aussi les 3 autres villes voisines pour faire en sorte d'ouvrir et de fermer la rue de Versailles. C'est environ c'est 3 000 € par an. Les faire payer à due proportion. Voilà, en fonction d'un pourcentage qui est fonction des habitants. Merci, monsieur l'adjoint. Monsieur Jean, je présume. Bien oui, puisqu'on a demandé à faire remonter cette délib, puisqu'on voulait profiter de cette occasion justement pour vous faire une proposition. Nous, notre proposition, c'est plutôt que de continuer à ouvrir, fermer, mobiliser du personnel de la ville de Rueil, eh ben on ferme cette route. Alors on fait une étude, parce que bien sûr on ne peut pas la fermer comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas on fait une étude pour voir quel est l'impact de la fermeture de cette route. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, les gens qui pourront, les piétons, et on la laisse aux piétons et aux cyclistes. Ce qui fait que les problématiques des crapauds que vous avez abordées tout à l'heure, ben, il n'y en aura plus, puisqu'il n'y aura plus de voitures qui roulent sur cette route. Ah, pardon. Et puis, deuxièmement, on pourra faire des économies, peut-être, par rapport au personnel que vous allez mettre en place pour ouvrir et fermer cette route. Donc, moi, je pense qu'il serait, aussi bien pour la faune et la flore qui vit sur cette route, aussi bien pour la tranquillité des piétons et des cyclistes, lancer une étude là-dessus pour voir quel serait l'impact si on fermait cette route. Voilà. C'est la proposition qu'on vous fait. Mais avant de dire et de faire des visages comme ça d'orfraie, au moins écoutez la question, la proposition, et voyez si c'est possible d'apporter quelque chose. Voilà. Merci, monsieur Ndjar. Cette possibilité ne nous a pas échappé. Ça fait à peu près 7-8 ans, on a fait faire une étude, je ne me souviens plus à quelle année exactement, une étude avec le conseil de village Jean-Cherche Châtaignerie, et puis ça a été fait avec l'ONF, ça avait été fait avec les partenaires, pour savoir s'il fallait ou pas fermer la route. Moi, je suis a priori pas contre le fait de la fermer, je ne suis pas pour le fait de la maintenir ouverte, je suis un maire pragmatique et je regarde si elle est utile ou pas à l'intérêt général. Or, il se trouve qu'on a constaté qu'elle était utile à l'intérêt général. Et que d'une part, les riverains ont eu des réactions très brutales, ce qui est souvent le cas quand on veut faire des choses, mais que aussi il y a 2 grandes écoles qui ont chacune 3000 élèves, Danielou et Passy-Buzenval, qui ont des élèves dont les parents habitent de l'autre côté de la forêt, notamment. Et ces personnes passent par cette route tous les matins pour repartir tous les soirs, pour faciliter l'accès. Sinon, il faut faire un détour de 20 minutes de voiture pour pouvoir faire tout le tour, ce qui n'est pas acceptable. Et puis, il y a aussi les habitants de ces communes qui ont envie de venir à Rueil, faire des courses dans un centre de Rueil, qui passent par cette route. Bref, elle est très fréquentée dans ce cadre-là, et que les mesures que nous avons prises pour équilibrer les choses, c'est-à-dire la fermer pendant les week-ends, pendant toutes les vacances, et pendant la divagation des crapauds
pardon, c'est au mois de mars, les crapauds. C'est mars. C'est pas maintenant oui, les crapauds, monsieur Destinto, c'est mars. C'est juin. Bien. Tous ces problèmes font qu'il nous a paru plus utile de la faire fermer par des agents dont c'est le travail de le faire, et ça n'ajoutera pas beaucoup à leur travail, parce que l'ONF a effectivement un problème de personnel qui tourne et qui ne peut plus satisfaire à cette demande. Donc on en reste là, et quelle que soit votre idée, qui est bonne au passage, moi je n'envisage pas de la changer. Bien. Je rajoute aussi qu'on a fait des calculs de kilométrage et que ça rajoute 3 km justement aux gens pour faire le tour. C'est des dégagements de CO2, c'est des embouteillages supplémentaires sur la côte de la Jonchère. Et c'est vrai qu'on a trouvé cet équilibre qui était voilà, le plus équilibré pour tout le monde. On sent l'écologiste, là, c'est bien. Bravo. Voilà la réponse qu'on peut vous faire. Donc on vous propose cette convention, je la mets aux voix, qui est contre. Le groupe de M. Poisa est contre, qui s'abstient, personne, l'unanimité des autres. Je vous en remercie. Alors maintenant, nous allons passer aux délibérations avec un peu plus de rapidité. Si bien sûr vous souhaitez évoquer un sujet particulier, vous levez la main avant que j'ai achevé, parce que sinon c'est trop tard. Hein, c'est déjà. Mais n'allez pas trop vite quand même. Ah ben si. Je vais accélérer. Bon, allez. Alors, la 163, il s'agit de la garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 5 843 911 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'OGIREP pour l'acquisition de 42 logements, 27-29 rue des Bons Raisins, 22 rue Pasteur, 39 rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison. Qui est contre? Pardon, oui, Madame Paponneau. Oui, j'ai une question qui est d'ailleurs identique pour la 164. Quelle est la contrepartie pour la ville de cette caution? Il y a 42 logements acquis et il n'y a pas de réservation pour la commune indiquée, mais peut-être que ça existe. Il y a 29 logements pour ce sujet-là et 2 pour le sujet qui vient après. Voilà la réponse. Monsieur Jean? Non, pardon. Votre micro est ouvert. Merci. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La 164, c'est la même, mais qui concerne un emprunt de 877 439 € auprès de la Caisse d'épargne par Érigère pour 8 logements situés 6 et 8 rue Lionel Terré. Je donne la réponse pour la contrepartie. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous en remercie. La 165, approbation de l'avenant de réaménagement numéro 138-591 relatif aux garanties communales de 9 lignes de prêt d'un montant total de 25 528 402,16 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'OGIREP pour diverses opérations sur Rueil-Malmaison. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La 166, acquisition de 2 parcelles d'alignement inscrites au PLU, aux emplacements réservés numéro 63, 6 rue 9 rue des Plantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La 167, acquisition d'une parcelle d'alignement inscrite au PLU, en emplacement réservé numéro 11, 6 14 rue du Général Carré de Bellemare. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. La 168, acquisition à l'euro symbolique dans le cadre d'une offre volontaire de concours à l'aménagement urbain de plusieurs parcelles cadastrées section AP, numéro 1257, 1261, 1263, 1265 et 1267. La première étant 1257. Pas de confusion. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. La 169, s'il s'agit de l'acte modificatif numéro 1 du contrat 220-57, conclu avec Scolarest, portant modification des dates de début et de fin d'exécution du contrat. C'est la suite logique de la négociation avec cette entreprise. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de M. Poisa s'abstient. L'unanimité des autres étant acquise, elle est adoptée. La 170, acte modificatif numéro 6, relatif à la fin anticipée du contrat numéro 162-99, conclu avec la société Elior. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voter.
Qui est contre? Qui s'abstient? Le même groupe de M. Poisa s'abstient. Adopté. La 171, il s'agit de l'acte modificatif numéro 5 au contrat conclu avec la société Léon Gross portant sur diverses modifications techniques. Qui est contre? Le groupe de M. Jeanbert. Qui s'abstient? Le groupe de M. Poisa. Le reste étant pour, c'est adopté. La 172, rapport annuel pour l'année, là il s'agit de prendre acte, 2022 des représentants de la ville de Rueil au conseil d'administration de la SPL Rueil Aménagement. On prend acte. Madame Papono, vous avez une question? Oui, j'avais quelques questions. Concernant la ZAC de l'Arsenal, est-ce qu'il serait possible d'obtenir, et à qui dois-je m'adresser pour obtenir la ventilation des honoraires techniques qui nous paraissent très élevés, ainsi que la ventilation également du poste communication? En ce qui concerne la ZAC Rueil 2000 Extension, dans le cadre du mandat d'étude qui a été confié à la SPL, une enquête a été menée auprès des habitants de Rueil-sur-Seine qui ont répondu en grand nombre à un questionnaire concernant leur quartier. Cette enquête est terminée et nous demandons donc que soient publiés les résultats de cette enquête dès que possible. Voilà. Mais madame, c'est bien ce que nous avons l'intention de faire dès que ça sera terminé. Il n'y a pas de souci. Attendez qu'elle soit terminée. Sur la première question, il m'est indiqué qu'on vous a répondu avant le Conseil. On vous a donné les éléments avant le Conseil. J'avais des éléments chiffrés, mais là, c'est des ventilations, c'est des questions complémentaires que je n'ai pas. Donc, est-ce que je peux écrire avec madame Olivia Bélanger, la directrice de la SPL, qui se fera un plaisir de vous répondre. Il n'y a aucun souci. C'est en ligne en plus, ce renseignement? Oui, on me dit que la ventilation est en ligne depuis vendredi. Mais vous n'avez pas consulté votre ordinateur? Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, parce que c'est un grand plaisir, ce que va vous dire Madame Bouteille. Voilà, moi, chers collègues, Monsieur le maire, je voudrais, au nom de toute l'équipe qui a pu participer à la remise du prix, qui est le prix de Green Solution Award pour l'année 2022-2023, Pierre Gomez a représenté Monsieur le maire et toute notre équipe, bien évidemment, auprès de Olivia Bélanger et même l'ancienne directrice de la SPL. Et nous avons reçu le grand prix de la rénovation urbaine pour l'écoquartier. C'est une très grande distinction et je pense qu'elle vaut, pour les remerciements que nous pourrions partager ensemble, dirigés vers notre équipe de la SPL, mais aussi vers nos services et puis tous les élus qui portent ce projet auprès de Monsieur le maire. Voilà, je pense qu'on peut se féliciter. Merci. Il nous a été remis aujourd'hui, Monsieur Gomez. Merci beaucoup. Il s'agit de prendre acte de la délibération. On prend acte? Oui. Bien est pris acte. Madame, non, pardon. La 173, il s'agit de la remise gracieuse d'astreinte administrative. Délibération classique. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La 174, renouvellement de la convention de partenariat entre Rueil-Malmaison et la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine. Tout le monde est d'accord? Unanimité? Oui, merci. La 175, c'est l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat entre la ville et EDF dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024 et de l'obtention du label Terre de Jeux. Je pense que c'est unanime. Oui, Madame Papono? Oui, nous avons une remarque, Monsieur le maire. Sans aller jusqu'à une demande de cogestion, il nous paraît très normal qu'au moins un élu de l'opposition, et pourquoi pas 2 élus, fasse partie du comité de pilotage qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de ce partenariat. Il y a en effet 7 élus de la majorité pour 1 représentant de l'EDF. Nous proposons la candidature, en ce qui nous concerne, de François Jeanbert, qui nous paraît tout à fait compétent pour assurer cette fonction et qui nous a dit qu'il accepterait volontiers si vous vouliez bien la lui confier. Bien, mais moi je suis tout à fait d'accord pour que M. Jeanbert intègre l'équipe du comité de pilotage. Il n'y aura aucun inconvénient. C'est très bien. On va lui dire, Monsieur le maire. Eh bien, nous l'avons décidé. M. Jeanbert intégrera. Je désignerai les autres élus de la majorité ultérieurement.
Merci. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Le groupe de M. Poisa. Unanimité des autres. Merci. La 176, avenant numéro 2 à la Convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Rueil et l'association Rueil Expo et Salon. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Unanimité, merci. La 178, il s'agit de l'approbation du règlement du concours pour 2023 de production artistique ou littéraire, des dessins, des poèmes, des maquettes, pour les enfants des écoles, centres de loisirs ou clubs de jeunes sur les thèmes du développement durable, de la protection animale ou de la biodiversité. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. La 179, convention entre la ville de Rueil et l'association Lire et Faire Lire 92 pour les interventions des bénévoles lecteurs au sein des établissements de la petite enfance, libération classique. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Et la dernière du conseil municipal, convention de partenariat avec la société Rumaldis pour participer à l'organisation du dispositif de prévention sécurité des 13 et 14 juillet 2023 par le biais de dons alimentaires. Très important pour la ville. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Alors, nous venons de terminer nos délibérations et maintenant, je vais passer la question au groupe Renouveau pour Rueil. Il va poser sa question. On n'a que cette question-là ce soir. Hein? Oui. C'est bien ça. Moi, je n'ai que cette question inscrite. Alors, qui c'est qui parle? Je vous en prie, Madame Joly. Allez-y. Bonsoir. Nous voulons vous intervenir auprès de vous, Monsieur le maire. Oui. Des militants de la section de Rueil-Malmaison et Garches du Parti communiste français ont fait l'objet de contrôles policiers le vendredi 2 juin vers 18h15 pendant une distribution de tracts devant les entrées et sorties de la station du RER de la ville, appelant la manifestation contre la réforme des retraites du mardi 6 juin 2023. Un relevé d'identité a été effectué par 3 policiers municipaux de Rueil-Malmaison dans des conditions anormales puisque les cartes d'identité de ces militants ont été photographiées alors que ces derniers n'en avaient pas le pouvoir, étant seulement autorisés à lire les cartes nationales d'identité et de relever les informations. Ces policiers leur ont en outre demandé de présenter leur carte d'adhérent du PCF, ce qu'ils ont légitimement refusé. 4 fonctionnaires de la police nationale, après avoir demandé aux militants, sont intervenus également, après avoir demandé aux militants s'ils avaient une autorisation pour distribuer des tracts, ont également procédé à un contrôle d'identité et ont indiqué aux militants qu'ils étaient susceptibles d'être emmenés au commissariat, ce qui heureusement n'a pas eu lieu. Ces policiers ont indiqué qu'ils intervenaient à la suite d'un signalement d'un élu les informant de la présence auprès des militants d'un petit panneau avec une affiche qu'ils considéraient comme insultante pour le président de la République et appelant à sa destitution. Cela n'est évidemment pas le cas. Et l'affiche dont il s'agit, Macron méprisant de la République, est présente depuis plusieurs mois sur les panneaux municipaux d'affichage réservés à l'expression d'opinion et relève du droit à la caricature. Nous déplorons que ces interventions aient eu lieu à la suite du signalement d'un élu qui aurait dû plutôt s'entretenir avec les militants. Cela est extrêmement grave et une atteinte à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. S'agissant de l'intervention de la police nationale, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, est intervenu auprès du préfet. S'agissant de l'intervention des policiers municipaux, nous vous demandons de nous communiquer les raisons et justifications de cette intervention. Nous vous demandons également de nous indiquer si vous avez donné des consignes générales à la police municipale pour contrôler les diffuseurs de tracts et de nous assurer que les photos prises soient détruites. Voilà. Je ne pouvais pas donner de prendre de décision particulière. Vous n'avez pas demandé l'autorisation de distribuer les tracts. Je n'étais pas au courant. Non, mais on n'a jamais demandé d'autorisation pour distribuer des tracts. Vous non plus, d'ailleurs, la majorité ne l'a jamais fait. À qui? Si, à moi. Ah bon, d'accord. Ouais. Et nous nous sommes déjà retrouvés au RER avec vous voulez bien répondre, je vous prie. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur Injian. Oui.
Monsieur le maire, d'abord, je tiens à remercier Madame Joly et son groupe de son message de solidarité avec les forces de police, les pompiers, la police nationale et la police municipale. Je n'admets pas que vous... Qui sont intervenus. Madame, vous n'avez pas la parole, écoutez la réponse. Qui sont intervenus pendant 4 jours Merci. Sur la ville. Et j'étais encore tout à l'heure avec l'adjudant qui dirige le poste des pompiers, qui remerciait lui-même la police municipale de les avoir soutenus et protégés lors de leurs interventions. Madame, je comprends votre rhétorique, elle est très belle, votre question est très bien tournée, bien organisée. À une époque, ici, il y avait un élu communiste qui s'appelait M. Pacouret et qui était très fort dans cette rhétorique. Et je dois vous avouer que même si vous pouvez faire quelques progrès, vous n'êtes pas loin. D'abord, madame, vous ne connaissez pas les règles d'engagement de la police municipale. La police municipale n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité. Elle ne peut faire des contrôles d'identité que sur réquisition, ce qui a été le cas, dans cette fois-ci, par l'officier de police judiciaire qui a réquisitionné. D'ailleurs, les contrôles ont eu lieu avec la police nationale présente. Et ce sont eux qui ont assuré le contrôle d'identité, qui ont donné les ordres aux policiers municipaux, qui ont effectivement, à leur demande, fait des photocopies de 2 cartes d'identité qui ont été annexées au rapport. Je n'ai pas le droit de lire le rapport, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Vous verrez avec le commissaire de police. Et ces photos ont été détruites immédiatement après. Tout moyen de preuve pour un procès-verbal peut être fait, que ça soit d'un mail jusqu'à je ne sais pas où. Je tiens à vous dire aussi que vous êtes à la limite de la diffamation, parce que moi j'aurais aimé connaître l'élu qui se permet de donner des ordres à la police municipale, comme il n'y a que 2 personnes qui peuvent donner des ordres à la police municipale, et plutôt un, c'est notre maire, et Denis Gabriel dans le cadre de sa délégation, ça veut dire que ce n'est pas pour tout, ni l'un ni l'autre, personne d'autre. L'ordre, quel qu'il soit, cet ordre. D'ailleurs, j'ai interrogé le commissaire de police et j'ai interrogé M. Ringuet, qui n'ont absolument pas connaissance d'un élu qui aurait donné une intervention quelconque. Et madame, permettez-moi de vous dire que la police municipale d'Orweil n'est pas une police politique. Je répète, la police municipale d'Orweil n'est pas une police politique. Pourquoi ce n'est pas une police politique? Parce qu'il y a des règles républicaines et que si jamais les agents ne respectent pas les règles de déontologie et la loi, ils perdent leur accréditation par le préfet et par le procureur. Et ces gens-là se retrouvent à la rue parce qu'ils ne seront plus jamais engagés de nulle part. Donc, madame, nous avons eu la semaine dernière le contrôle du préfet et du procureur, les services du préfet, le procureur adjoint de M. Prache qui était là et qui ont contrôlé l'ensemble de la police municipale d'Orweil. Aucun fait délictueux n'a été relevé par ces personnes qui ont passé la journée entière. Ils ont simplement demandé, j'étais présent, je suis resté toute la journée aux côtés des policiers municipaux, ils ont simplement demandé, et ce n'est pas légal parce que j'ai vérifié depuis, qu'il y ait un thermomètre qui soit mis dans la salle d'armes, de peur que s'il y a beaucoup de chaleur, les cartouches puissent exploser dans l'armoire blindée. C'est tout ce que nous avons eu. Alors, madame, évitons ce genre de choses. Tout le monde peut distribuer des tracts. Moi-même, j'ai été contrôlé je ne sais pas combien de fois. Et à une époque même, quand on était formé, il fallait avoir la carte d'identité et 10 francs, et aujourd'hui 10 €, parce que comme ça, on n'était pas un vagabond. Voilà. Donc à partir de là, madame, je dois vous dire que je suis très choqué par rapport aux hommes de la police municipale, qu'eux-mêmes ont été assez étonnés parce que cette question devait être posée au conseil municipal sur les sénatoriales et qu'en aucun cas, aucun ordre n'a été donné à ces policiers d'intervenir sur des distributeurs. Un ordre a été donné si jamais les distributions ont lieu à l'intérieur du marché Jean Jaurès. Et c'est un ordre qui a été donné par le maire. Un point, c'est tout. Bon, alors dites la réponse. Madame, je ne vous ai pas donné la réponse, la parole pour la réponse. Vous souhaitez intervenir? Eh bien, je vous en prie, et demandez. Oui, maintenant c'est vrai. Excusez-moi, mais je trouve que vous n'avez pas du tout fait de réponse à ce que j'ai demandé, à la question que nous avons posée.
Pourquoi un contrôle et nous dire qu'on n'a pas le droit de distribuer à la sortie du RER? Alors, ce sont des policiers municipaux qui nous demandent ce qu'on fait là pratiquement et qui nous demandent en plus nos cartes d'identité et qui les photographient. Ça, je ne pense pas qu'ils aient le pouvoir de faire ça. Non, mais si Monsieur Gabriel, j'ai entendu et je trouve que vos propos la police dès le municipale départ a ne sont été pas corrects. réquisitionnée par l'officier de Nous police ne parlons judiciaire. pas Voilà. des événements qui viennent de se passer. Nous ne sommes pas là pour ça. Et notre groupe ne vous a pas posé de questions et ne vous a rien dit. Madame Joly, mais je commence à... Madame oui. Joly, si vous permettez au maire de répondre. Oui. M. Gabriel vous a répondu que ce ne sont pas des policiers municipaux qui ont pris la décision, c'est le commissariat de police, à travers l'officier de police judiciaire, qui a réquisitionné les policiers municipaux, qui n'ont fait qu'exécuter la demande, parce que sinon, ils n'ont pas le droit de faire de contrôle, c'est évident. S'ils l'ont fait, c'était avec la police nationale qui les a réquisitionnés, parce que c'est le pouvoir de la police nationale, madame. C'est aussi simple que cela. Alors, je veux bien... Pardon, je ne vous ai pas donné la parole. Mais je vous la demande. Oui, mais je vais vous la donner. Mais calmez-vous. D'accord. Calmez-vous. Je suis calme, calmez-vous. Ah oui. Alors, je vous répète que moi, je ne peux pas accepter que vous portiez des accusations sur le travail des policiers municipaux lorsqu'ils exécutent une mission décidée par un officier de police judiciaire qui est au commissariat de police nationale et qui les mandate pour faire ce qu'ils ont à faire. Et je crois que la police nationale était présente également sur place avec eux. Alors, vous n'avez pas à mettre en cause les policiers municipaux qui n'ont fait que leur travail réquisitionné par l'officier de police judiciaire du commissariat de police de Rueil. Et ça se fait tous les jours, ces réquisitions, madame. Monsieur Injean, je vous en prie. Alors, déjà, on vous a signalé que les policiers municipaux sont intervenus en premier et la police nationale en second, pas en même temps, comme vous avez l'impression de le dire. 2, c'est la première fois depuis très longtemps que je vois des policiers de la police nationale intervenir vers des militants qui distribuent des tracts. J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Et vous me dites que c'est arrivé par hasard sur une position du commissaire de police qui a décidé ce jour-là d'aller interpeller des militants communistes. Le hasard, j'y crois pas beaucoup, monsieur le maire. Le hasard, je n'y crois pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la personne dont vous prétendez qu'elle... On ne sait pas, puisqu'on nous a dit que c'était à l'initiative d'un élu municipal. C'est tout. Ça peut être que moi ou monsieur Gabriel. On ne sait pas. Moi, je vous réponds parce que je suis le seul habilité à donner des ordres à la police municipale et mon adjoint délégué peut le faire à ma place. Comme c'est pas lui et comme c'est pas moi, on vous a raconté des histoires. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, je vous en prie, arrêtez de mettre en cause des personnes dont vous ne connaissez pas le nom. On ne met pas en cause, on dit que ce qu'on a entendu. Oui, c'est pas la même chose. Vous savez ce qu'on dit quand on... En tout cas, la prochaine fois que je vois des militants de la majorité distribuer des tracts, je vais aller voir le commissaire de police pour qu'il vienne leur prendre leur photo d'identité. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est un scandale ce qui s'est passé, monsieur le maire. Vous avez beau faire semblant de ne pas comprendre, c'est un scandale. Je comprends bien que vous vouliez faire une polémique sur un contrôle d'identité. Je répète qu'il faut vous adresser au commissaire de police et pas au maire. Voilà. Ne confondez pas les cibles et ne faites pas semblant d'ignorer la loi, s'il vous plaît. Voilà, parce que vous mettez en cause la police municipale qui n'est pas responsable dans cette affaire. Bien. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Et monsieur, vous n'allez pas prendre la parole. Vous êtes spectateur, je vois que vous filmez, c'est très bien, mais vous n'avez pas le droit d'intervenir. Si, vous êtes en train d'intervenir. Parce que je peux faire évacuer la salle si vous le souhaitez. Et vous... Bien. Donc, on en a terminé avec cet épisode. Et je vous conseille, monsieur Injean, de vous rapprocher du commissaire de police et de voir avec lui exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Merci. La séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on va faire en sorte de... Ah oui, il y a la date du nouveau conseil municipal, excusez-moi. Voilà, chers collègues, avant de nous quitter pour l'été, je vous donne rendez-vous mardi 3 octobre pour le prochain conseil municipal. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Bien, écoutez, bonnes vacances et en espérant qu'on n'ait pas à se retrouver la nuit dans les jours qui viennent.